Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. Salut à tous, c'est Bismart sur Sud Radio. Deux sujets aujourd'hui, deux sujets alors fondamentaux, l'énergie et la santé. Et le cancer même d'ailleurs de manière précise, la lutte contre le cancer, je vous rassure. D'abord l'énergie, je ne sais pas si vous avez eu les gestes citoyens la semaine dernière pour que notre réseau passe le cap qui était visiblement très difficile à passer. C'est quand même assez saisissant, donc on va en parler avec un entrepreneur dans l'énergie justement. On démarre là-dessus. Et donc on démarre avec l'énergie et Sébastien Clerc. Bonjour Sébastien. Bonjour. Vous êtes le patron de Voltalia, donc j'appelle voilà, le titre là, vous le voyez sur l'écran, croissance de l'énergie verte. C'est l'énergie. Alors je vais poser ma question telle que je la sens. Voilà. Est-ce que cette transition énergétique à marche forcée ne met pas en danger notre sécurité énergétique, notre approvisionnement en électricité? Alors en Europe, sûrement pas. Dans les pays émergents où la consommation d'électricité augmente, c'est un sujet. Mais en Europe, quand on fait une nouvelle centrale éolienne ou solaire, le reste du temps, nos centrales existent toujours. Donc aujourd'hui, on décide de fermer du nucléaire. Alors, quand on décide de fermer pour mettre à la place des énergies dites non pilotables, c'est ça la grande clé, est-ce qu'on n'est pas en train de se mettre en danger? Alors, ce serait le cas si on les fermait avant qu'on ait mis en œuvre les solutions pour y faire face. Mais vu le temps que ça prend pour reconstruire la totalité de notre système électrique, ce moment-là est éloigné en Europe. Il est beaucoup plus proche dans les endroits du monde où la consommation d'électricité augmente. Les pays émergents, la Chine, peut-être même des pays riches où la croissance économique est plus forte qu'en Europe. Aux États-Unis, enfin, je ne fais pas de prévision, mais en tout cas, historiquement, la croissance démographique et donc économique était plus forte. Et ils ont un sujet en Californie, c'est très clair. Voilà. Et donc, pour nous, Européens, on verra ce problème arriver sans doute 10 à 20 ans après que les autres l'aient résolu. On a encore du temps. Donc ce qui s'est passé la semaine dernière n'est pas une conséquence, par exemple, de cette transition à marche forcée, notamment en Allemagne, parce que le réseau européen, il est interdépendant, surtout le réseau au centre-nord de l'Europe, là où on est. La fermeture d'une centrale nucléaire, Fessenheim en l'occurrence, Fessenheim, représente une fraction des fermetures temporaires, mais beaucoup plus nombreuses, des centrales qui sont actuellement en cours de maintenance. Maintenance retardée par le coronavirus, et aussi c'est un véritable défi de faire Donc il ne faut pas mélanger les problèmes. Et si notre portefeuille de centrales européens, nucléaire, gaz, charbon, il y en a de moins en moins, mais enfin, lui c'est le premier qui va se réduire. Eh bien, si ce portefeuille de centrales continue d'être maintenu normalement, on ne fait qu'ajouter des capacités supplémentaires. Donc le problème se posera. C'est un des principaux challenges auxquels auront à faire face nous-mêmes ou nos successeurs, parce qu'encore une fois, il y a un certain temps. Mais le laboratoire, aujourd'hui, il existe. Il est au Brésil, en Afrique. En Afrique, quand vous rajoutez la croissance de consommation est très forte en Afrique. Absolument. Et donc là, ils sont en train de faire face à ces problèmes aujourd'hui. Plus ou moins bien d'ailleurs, c'est pas facile, mais nous on aura le bénéfice de cette expérience. Alors, chiffre que j'ai lu ce week-end, donc je savais que vous veniez, c'est absolument parfait. RTE et Enedis, donc les gestionnaires du réseau, constructeurs et gestionnaires du réseau, nous disent que sur 15 ans, il va falloir 102 milliards d'euros, 102 milliards, pour adapter en fait notre réseau à ces énergies nouvelles. Parce qu'elles sont non pilotables, parce qu'on a du mal à en prévoir la puissance. Attention, 102 millions 102 milliards sur 15 ans. Pour l'adapter et pour faire la maintenance du réseau, toutes choses égales par ailleurs. C'est le chiffre total que vous avez là. Et on n'a pas eu la distinction entre les deux. Attention, parce qu'évidemment que sur 15 ans, maintenir un réseau électrique coûte de l'argent. Et la distinction entre les deux n'a pas été donnée. Néanmoins, mais vous avez aussi raison de dire qu'il y a une adaptation et qu'elle va coûter de l'argent. Mais cette adaptation reste, à mon sens,
d'abord modérée, puisque le gros avantage des énergies renouvelables, c'est qu'elles sont scalable, et donc vous pouvez aller mettre une petite centrale solaire là où il y a de la capacité réseau. Et plutôt que de faire venir un câble électrique... Faut-il qu'il y ait du soleil, quoi. Mais ça, là, on se parlait du réseau. Oui, mais vous dites, on peut aller mettre la centrale là où... Je comprends bien, ce serait très pratique. Mais encore faut-il que... Mais vous avez raison, mais vous revenez au premier sujet. Sur celui du réseau, mais on peut y revenir aussi. Mais sur la question du réseau lui-même, du transport, réseau de transport, lui, là, c'est plus une question de capacité de produire de l'électricité de la nuit quand on a des panneaux solaires, c'est une capacité d'avoir des fils électriques. Et ces fils électriques supplémentaires qu'il faut avoir pour aller là où il y a une centrale solaire ou là où il y a une centrale éolienne représente un coût, mais ce surcoût est très inférieur à l'économie que représente la production d'énergie renouvelable, qui arrive maintenant à être incroyable, plusieurs fois moins cher que les sources d'électricité classiques. On ne s'en rend pas compte en Europe, parce que en Europe, le marché de gros de l'électricité qu'on voit sur notre écran dans vos... Tout à fait. Reflète le prix nécessaire pour rentabiliser des centrales qui sont déjà amorties. C'est vrai. Aucune centrale gaz ou nucléaire peut se rentabiliser au prix de gros sur nos écrans que l'on voit. Aucune. Et donc, quand on dit qu'il faut aider le secteur renouvelable dans des pays européens, ça veut dire qu'il faut combler le gap entre... Sébastien, ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'aujourd'hui, parce que c'est évidemment la question qui allait suivre, ensuite on parlera de Voltalia, je vous rassure, mais ça m'intéresse énormément. Si je vous avais dit on prend ces 100 milliards et on se construit une dizaine de réacteurs nucléaires, est-ce que c'est pas mieux et pour l'approvisionnement énergétique de la France et pour décarboner la planète? Vous me dites non, on n'en a pas les moyens, en fait ce serait hors de prix. Ça coûterait plus cher. Ça coûterait plus cher. Et c'est pas à dire d'experts que je dis ça. Il y a des appels d'offres lancés par des États dans le monde entier. Il y a de la concurrence de tout le secteur privé. Et on regarde les différences. Alors en France, on se parle de nucléaire. Allons-y. Le dernier appel d'offres de ce type, c'est celui de la centrale fameuse de Hinkley Point au Royaume-Uni, dans lequel la concurrence a été mondiale. Les Asiatiques, les Américains. À la fin, c'est les Français qui ont gagné. Oui, tout à fait. Le prix de l'électricité représente à peu près 107 € du mégawattheure sur un contrat de 35 ans. 107 ? Plus l'inflation. C'est ça le résultat. Aujourd'hui, vous faites... Le moyen, il est à combien, là 20-25 € le mégawattheure Non, plutôt 40. Plutôt 40. Voilà. Ah, il est remonté à 40 Oui. Même là, ces derniers jours... Oui, il est monté à 1000. Mais si on regarde le forward dans ces eaux-là... Plutôt à 40 € le mégawattheure. C'est ça, même un peu au-delà. Et quand vous regardez les derniers appels d'offres pour de l'électricité renouvelable, que vous pouvez voir en France, mais aussi dans d'autres pays, on voit des prix qui sont entre... les plus hauts sont aux environs, c'est ça, de 50 € du mégawattheure, et les plus bas sont à moins de 20 € du mégawattheure. Oui, mais sans le stockage. Certes. Mais sans le système. C'est la fameuse phrase, il faut que le train de 8 heures parte à 8 heures. Il ne faut pas qu'il parte à 8 heures s'il y a du vent ou s'il y a du soleil. Alors vous avez raison. Et pour autant, pendant qu'il y a du vent et du soleil, pourquoi est-ce qu'on ne profiterait pas de cette économie quand même d'un facteur 2, 4 dans certains pays, 8 profitons de cette différence. Pendant qu'il y a du vent et du soleil. C'est comme les gens qui diraient... Profitons de cette différence pour faire quoi ? Tout à l'heure, vous allez voir des gens qui vous parlent d'aviation. C'est comme si on disait, les low cost, c'est bas, mais seulement à certaines heures de la semaine. Donc, interdisons les low cost. Ben non, profitons-en. Alors, profitons-en pourquoi ? Parce que pendant les heures où il y a du vent et du soleil, l'électricité est moins chère. Le reste du temps, elle est comme d'habitude. Ah, pour baisser les prix alors ? Oui. Si le renouvelable coûte moins cher... Le système est déjà assez compliqué comme ça, vous allez le rendre encore plus compliqué alors. Non, mais c'est en tout cas, pour pousser à la consommation... Non, pas pour... Tout simplement, une centrale renouvelable fait de l'électricité moins chère qu'une centrale classique. À certaines heures de l'année. Voilà. Pendant ces heures-là, profitons de la baisse du coût. Y a pas, oui, c'est ça. Oui, c'est ça, je comprends. On cherche toujours à opposer les unes et les autres. Vous ne les opposez pas. Mettons-les ensemble et profitons de ce que nous apporte chacune de ces énergies. Et cela va être relativement facile tant que nos centrales historiques, classiques, seront toujours en fonctionnement. Et le jour où elles seront en fin de vie technique, on aura le problème qui se pose d'ores et déjà aujourd'hui dans les pays émergents, où on dit, dans ces pays émergents, on dit notre consommation d'électricité augmente.
il faut faire une nouvelle centrale. Qu'est-ce qui est le moins cher? Le renouvelable, donc on fait du renouvelable. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait le reste du temps? Ce problème-là, eux l'ont déjà. Nous, ça mettra 10 à 20 ans avant qu'il ne se pose. Sébastien, c'est mon autre question. Voltalia, donc puissance en exploitation et en construction, 1,3 gigawatts, c'est ça? C'est ça. Donc ça, c'est une tranche EPR. Une belle tranche nucléaire, voilà. C'est 900 mégawatts Fessenheim, justement, quand on en parlait. Et donc c'est une belle tranche nucléaire. Comment est-ce qu'on peut être une ETI, Dieu sait qu'on les vénère sur Bismart, dans ce secteur ultra capitalistique? Est-ce qu'il y a de la place pour des ETI? Il n'y a que ça. Il y a principalement ça, je dirais. Le renouvelable, c'est un secteur bien plus entrepreneurial que Total, celui des Engie débarquent en fait sur votre terrain. Vous voyez, pour l'instant, il n'y a que ça. Mais les majors sont en train de débarquer sur votre terrain. Alors, vous avez quelques pétroliers, vous avez des utilities, et puis vous avez beaucoup de fonds d'infrastructure qui aujourd'hui dominent de la tête et les épaules les utilities en termes de capacité installée mondiale. Mais tous ces acteurs ont besoin d'ETI pour rendre possible ces centrales. Quand vous arrivez d'un monopole public, que ce soit en France ou dans n'importe quel pays du monde, et que vous arrivez auprès d'un village avec 37 agriculteurs dont vous avez besoin de négocier le terrain, je comprends. Pas facile. Et donc, etc. Les gars de Total qui avaient l'habitude de travailler avec le roi d'Arabie Saoudite, c'est vrai que ça doit leur faire bizarre. Oui, et puis même vous dites, je suis de chez, si c'est pas Total, non, mais je comprends c'est très difficile à faire. Absolument. Et donc, toute la grande majorité des capacités installées mondiales sont détenues par des gens qui ne les ont pas développées eux-mêmes et qui les ont rachetées à qui? À des entreprises plus entrepreneuriales comme Voltalia, qui en conservent une partie. On conserve ces 1,3 gigawatts, dont 1 gigawatt qui tourne et 300 mégawatts qui sont en construction. Et vous en avez 8,5 en projet, c'est ça? 8,5 en projet. Et vous voyez, là, en peu de temps, finalement, si on compare par rapport à Flamanville, on aura fait plus d'augmentation de capacité qu'EDF en France, puisque ça aura pris 15 ans. Donc, aujourd'hui, la grande majorité des nouvelles centrales qui se raccordent à un réseau dans le monde, c'est du renouvelable, parce que c'est moins cher, et aussi parce que les gouvernements poussent pour. Mais dans beaucoup de pays qui ont moins de moyens financiers que les Européens, c'est juste parce que c'est ce qu'il y a de moins cher. Et pour arriver à rendre ces centrales possibles, vous avez des entreprises plutôt de taille moyenne. Et parmi ces entreprises, il y en a qui n'ont pas d'accès aux fonds propres et qui se contentent de développer et de revendre au bout de quelques années de développement, une fois sur plan, à des fonds, des utilities ou autres. Et puis, vous avez certaines entreprises qui, comme Voltalia, ont un accès aux capitaux propres et à la dette d'excellente qualité et qui conservent ces centrales sur leur bilan. Et donc, sur ces 8,5 gigawatts, quand on dit portefeuille de projet, c'est à quelle échéance? Les 8,5, un projet, ça prend 4 à 8 ans à développer avant la pose de la première pierre. Et donc, ça fait 15 ans qu'on les développe, donc on arrive à un rythme de matérialisation assez élevé. Et sur 2020, c'est peut-être dans les chiffres que vous avez là, en 2020, on a remporté pour un peu plus de 1 gigawatt de nouveaux contrats de vente d'électricité pour alimenter la croissance future. En un an, on a obtenu plus de contrats que ce qu'on a mis 15 ans à assembler pour notre propre portefeuille que l'on détient. Donc ça veut dire qu'on est sur une accélération. Mais extraordinaire. Extraordinaire. Et qui va durer des décennies. C'est comme les chemins de fer au 19e siècle. Ça prend longtemps de refaire tout un système électrique. Et on n'est qu'au début de ce phénomène. Mais vous ne croyez pas qu'à un moment quand même, oui, mais comme vous le dites, c'est comme les chemins de fer, donc peut-être dans 10 ans, parce qu'à la fin, les chemins de fer, ça a commencé avec des aventuriers, et puis à la fin, c'est quand même le gros capital qui... On verra. On verra parce que vous avez raison sur les chemins de fer, mais par contre, dans l'immobilier, le numéro 1 mondial de l'immobilier, il a 0, quelque chose % du marché mondial. Vous avez raison. Dans le monde des utilities, la première utility mondiale, elle a combien de parts de marché mondial? C'est rien. 1%. Ouais. Même pas. On le voit là avec la fusion Suez-Veolia, où on se retrouve même eux fusionnés avec des parts de marché mondial en fait qui sont très très réduites. Mais ça veut dire que sur ces 8,5 gigawatts, il y en a une partie qui a vocation à être cédée à un gros acteur à un moment justement pour refaire la trésorerie et le circuit de capital de Voltalia. Il y a un mouvement de consolidation qui existe, mais comme on est dans un secteur jeune, au fur et à mesure qu'il y en a qui se font racheter, ils se recréent. C'est souvent d'ailleurs les mêmes qui, après s'être fait racheter, recréent quelque chose quelques années plus tard. Donc ça peut arriver. Ça peut arriver. Et la bourse comprend la machine, là, maintenant, c'est ça parce que ça a été une histoire très compliquée. Ah, mais quel plaisir qu'elle le comprenne. Chez Voltalia, on a fait notre IPO en 2014.
à une époque où il n'y avait pas d'acteurs, aucun. Et j'ai choisi, malgré tout, ce côté à Paris, parce que je pense qu'on a une culture d'infrastructure fantastique sur le marché de Paris. Alors, infrastructure, ça peut aussi être les autoroutes de Vinci ou ADP ou que sais-je. Et puis, il manquait le volet renouvelable, alors qu'il se développait dans d'autres pays. Et après quelques années, maintenant, il y a une vraie compréhension, enfin, le cours de bourse le reflète, une vraie compréhension. Et je pense que les investisseurs comprennent cet enjeu qu'il y a maintenant cet enjeu économique majeur qui vient d'un enjeu sociétal, environnemental majeur. Mais en tout cas, maintenant, on comprend que c'est un enjeu économique majeur. Je voulais finir là-dessus, c'est le symbole de tous les symboles. Si j'ai bien compris, vous allez approvisionner en énergie une partie de la City, c'est ça, de la City de Londres. Bon, voilà. Parce que allez à Jacta Est, ite missa est plutôt. Voilà. La messe est dite quand même sur un coup pareil. C'est ça. Parce qu'eux, ils ont besoin de faire baisser leur bilan carbone, j'imagine. Et que ça leur coûtera moins cher du kilowattheure. Donc ils ne vont pas s'en priver. C'est à la fois c'est une réalité sur laquelle ils vont pouvoir communiquer sur leur bilan carbone, mais c'est une réalité. La City de Londres, en signant ce contrat avec Voltalia, va rendre possible la construction d'une nouvelle centrale solaire de 50 MW que l'on va bientôt construire. Et c'est gagnant-gagnant. Merci Sébastien. Sébastien Clerc, donc le patron de Voltalia, était notre premier invité sur Bismart. Sébastien Clerc, le patron de Voltalia, était notre premier invité. La lutte contre le cancer dans un instant. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. On repart, les amis. Alors, on repart. Alors, évidemment, je lui ai demandé l'autorisation avant de le dire, mais c'est une coïncidence de dingue, Laurent Lévy. Il se trouve que Emmanuel Comte, donc, qui était là, à votre place, il y a encore 3 secondes, sa jambe, en fait, c'est sa jambe. Vous lui avez sauvé sa jambe, en fait. Donc, victime d'un cancer de la jambe. Il risquait l'amputation. Et c'est le procédé de Nanobiotics qui a permis de guérir en partie son cancer. Enfin, mais ça doit être... il y a combien aujourd'hui, parce que vous êtes en phase de... Enfin, on va raconter tout ce que fait Nanobiotics, etc. Et puis mais il y a combien de patients qui ont reçu... Plusieurs centaines de patients à travers le monde, oui. C'est ça. Mais enfin, ça fait quand même que plusieurs centaines. Oui, ça prend du temps, les innovations. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez des remontées, vous avez des histoires, vous avez des témoignages, vous avez tout ça Oui, bien sûr, on commence à en avoir beaucoup, des gens qui ont été traités avec notre produit, avec d'autres produits aussi, et pour qui on a impacté leur vie, c'est toujours agréable et ça fait du bien, quoi. Ça change. Alors, vous êtes très à plat, j'ai remarqué, mais... Enfin, c'est pas agréable, c'est bouleversant, non? Le gars, il est là, il marche, enfin, bon, après, on fait des très bonnes prothèses, mais enfin... Moi, je trouve que c'est extraordinaire, quoi. D'incarner comme ça la science et l'avancée scientifique. Voilà. Ouais. Franchement, il n'y a pas d'autre job pour moi que de changer le monde tous les jours, quoi. Alors, Nanobiotics, je vais me permettre, presque mal nommé, parce que c'est pas une biotech, et c'est là où il y a un peu de confusion quand on regarde ce que vous faites, qui est quand même assez complexe. C'est plus une medtech. C'est un objet, même si c'est un objet minuscule, mais c'est une série d'objets que vous injectez dans les tumeurs cancéreuses pour qu'ensuite la biologie fasse son travail. On est vraiment à l'interface de toutes les sciences, l'interface de la biotech, de la medtech. On amène des petits objets qui vont aller dans la cellule et qui vont changer toute la biologie de la cellule en la détruisant de façon bien spécifique. Donc c'est un peu comme d'amener des petits robots à l'intérieur d'une cellule, sauf qu'on n'est pas les robots, on a des choses beaucoup plus simples mais qui marchent. Et voilà, on s'est mis à l'interface de toutes ces sciences pour créer des solutions innovantes et disruptives cette fois. Alors, nanoparticules, c'est quelle taille ? Alors, il y a plein de nanos, mais nano, c'est tout petit. Si vous prenez une taille de 50 nanomètres à peu près, vous prenez le diamètre d'un cheveu, vous le coupez en 3000 et ça vous donne à peu près la taille, quoi. Donc, c'est vraiment petit. Ça, c'est sont des cônes multifaces ? Ouais, ce sont des cristaux, comme des nanocristaux. Voilà, ça fait des petites sphères qui sont fabriquées avec un procédé bien particulier pour pouvoir les amener après en contact avec les hommes. Et donc vous prenez un cheveu, vous le... Non, ça c'est la taille. On coupe les cheveux. Oui, mais couper les cheveux en 4, couper les cheveux en 3000, c'est dire si ça prend du temps. Et donc l'injection, enfin comment ça se passe? Donc c'est l'injection dans la tumeur cancéreuse? C'est ça. Oui, on injecte ce produit directement à l'intérieur de la tumeur, comme ça on maximise... Comme on fait une biopsie, quoi. On rentre dedans, clac, on met votre C'est à peu près ça. Produit. Pour la plupart des cas, on utilise le même chemin que la biopsie pour amener ce produit à l'intérieur de la tumeur. Et après, le patient reçoit une radiothérapie, tout ce qu'il y a de plus normal,
Ces particules à l'intérieur de la tumeur vont absorber l'énergie de la radiation et délivrer à l'intérieur de la cellule une quantité d'énergie suffisante pour la détruire plus efficacement. C'est ça. Donc on a quelque chose qui est vraiment universel, c'est vraiment notre approche. On peut dire que ça concentre finalement la puissance de la radiothérapie ? Et donc ça absorbe beaucoup plus les rayons de la radiothérapie. Et donc ça permet... Ça permet plein de choses. Oui, mais c'est toujours le sujet de la radiothérapie, c'est-à-dire c'est mourir guéri, quoi, d'une certaine manière. Non, pas du tout. Non, attendez, la radiothérapie, c'est quand même 60% de tous les patients qui ont un cancer reçoivent de la radiothérapie. Donc c'est une technologie très très utilisée parce qu'elle est très efficace, mais elle a quand même certaines limitations. Nous, on s'attaque à plusieurs aspects de la radiothérapie. D'abord, tous les patients qui ont besoin d'une meilleure radiothérapie pour être mieux soignés, pour être mieux guéris. Et là, il y a quand même beaucoup de patients qui sont concernés par ça, et c'est la plupart de nos essais cliniques. Et puis il y a tous ceux qui sont guéris aussi avec la radiothérapie, mais qui ont quand même un certain nombre d'effets secondaires importants, pour qui on voudrait réduire les effets secondaires. C'est ça. Donc on peut virtuellement attaquer ou aider tous les patients qui ont une radiothérapie, ce qui représente un nombre de patients gigantesque. Et ce que vous étiez en train de dire avant que je vous coupe la parole, c'est qu'en fait, là on parle des tumeurs cancéreuses, mais finalement toutes les tumeurs, d'une manière ou d'une autre, peuvent être concernées par votre procédé aujourd'hui. Alors les tumeurs cancéreuses, c'est un pléonasme, mais on a... Pourquoi il y a des tumeurs bénignes quand même? Oui, mais celles-là, on ne les attaque pas avec la radiothérapie. Oui, en voilà, général. oui, tout à fait. En tout cas, celles qu'on attaque avec la radiothérapie, généralement, elles sont suffisamment méchantes pour pouvoir les attaquer avec la radiothérapie. Bon, la chirurgie sert à opérer aussi d'autres tumeurs non malignes. Mais disons que notre cœur de métier, ou en tout cas ce qu'on fait avec ce produit, c'est vraiment d'aider ces millions de patients, c'est notre objectif, qui reçoivent de la radiothérapie pour mieux traiter leur cancer. Ouais. Et on pense vraiment pouvoir changer la donne avec ça. Et alors, vous dites, vous vous concentrez d'abord sur ce que vous appelez cancer tête-cou, donc on voit bien. Voilà. Pourquoi se concentrer sur cette spécificité? Et surtout, ce que je n'ai pas bien compris, c'est en quoi est-ce que votre procédé est différent? Quand vous dites je me concentre sur cancer tête-cou, qu'est-ce que ça change par rapport à un cancer du foie, le cancer de la jambe? Alors ça change rien. On a plusieurs essais cliniques dans le poumon, dans les cancers tête et cou, etc., pancréas. Mais quand on dit qu'on s'attaque à ce cancer-là en particulier, c'est qu'on met nos efforts industriels pour avancer dans ce cancer-là. Et c'est une sous-partie des patients qui ont un cancer tête et cou pour qui, vous voyez, quand on a une grosse tumeur ici qui commence à envahir cette zone-là, si on n'arrive pas à la contrôler, eh bien le patient va potentiellement mourir de l'invasion locale de la tumeur. Bien sûr. Donc notre idée, c'est de pouvoir la détruire suffisamment pour augmenter la qualité de vie et la survie des patients. Mais vos essais cliniques et votre étude, c'est que certaines parties du corps pourraient réagir différemment? Il faut faire des essais cliniques voilà, c'est ça. Pour chaque cancer, techniquement, ou pour chaque typologie de cancer, parce qu'on ne peut pas prédire que chaque cancer va réagir exactement de la même façon au produit. Donc on est obligé de déterminer une certaine population de patients qu'on veut aider. On fait un essai clinique pour montrer qu'on a des bénéfices pour ces patients, et après on enregistre le produit pour l'amener sur le marché. Donc il faut quand même y aller de façon séquentielle. Laurent, si vous êtes là, outre le fait de rencontrer quelqu'un à qui vous avez sauvé la jambe, c'est que donc, avant la fin de l'année, là, vous êtes introduit au Nasdaq aux États-Unis. Alors, c'est un sujet très... Alors, d'abord, le Nasdaq est aujourd'hui indispensable quand on a une vision mondiale comme vous l'avez? Oui, d'abord, je veux juste dire un truc, c'est pas moi qui ai sauvé sa jambe. C'est une équipe de médecins qui, avec notre produit et d'autres technologies, ont permis de soigner cette personne. Donc, si on a aidé, on est très content, mais on n'est pas seul à le faire. Ouais, tout à fait. Bon, pour revenir sur le Nasdaq, c'est quelque chose d'assez essentiel pour toutes les biotech ou toutes les entreprises tech qui ont un peu de vision mondiale et qui veulent vraiment changer la donne. À un moment donné, on est obligé de passer par le marché américain. Ça représente quelque chose d'assez important, surtout en santé. Et là, on trouve beaucoup d'investisseurs qui ont des poches profondes, qui peuvent nous accompagner sur 10 ans ou plus et qui ont la perspective de créer de vraies industries et de grandes industries qui pourraient rivaliser avec les Pfizer, les Genentech, de ce monde. Et nous, c'est juste une question de temps, nous, Français, parce que je regardais l'année sur le secteur des biotech, en fait, l'année dernière, elle est assez contrastée parce que on a quand même un record historique de valorisation finalement l'année dernière sur les biotech. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vous ai déjà entendu dire, finalement, c'est juste une question de temps. C'est ça. On a démarré plus tard. Donc on y arrivera plus tard. Et donc on y arrivera plus tard. Mais pour vous, il n'y a pas de fatalité? Non. Il faut un certain temps pour développer un secteur. Après, il y a une notion de taille de marché. Aux États-Unis, le nombre de patients, le potentiel ou le nombre de personnes qui vivent aux États-Unis font que le marché aux États-Unis est important en volume et en taille. Au-dessus, quand on regarde l'Europe, si on crée une vraie Europe économique, j'entends, alors on peut rivaliser avec les États-Unis et on pourra créer un écosystème aussi fort.
Mais ça ouvre d'autres questions. Ça ouvre d'autres questions, tant sur les systèmes de santé que sur les systèmes boursiers. Mais enfin, j'entends beaucoup des gens comme vous dire, un Nasdaq européen serait par exemple sans doute quelque chose de très très utile pour continuer à garder en Europe les innovations les plus prometteuses pour notre les deux ne sont pas incompatibles. Oui. Il faut créer quelque chose, il faut créer une économie de marché qui soit réelle, quoi, et pas segmentée. Alors, je ne sais pas si ça vous intéresse, si vous avez regardé ça. Moi, je suis très frappé de l'histoire de Stéphane Bancel et de Moderna. Donc, enfin, on l'a fait très courte, je pense que vous la connaissez tous. Moi, je le connaissais très bien, Stéphane Bancel, quand il dirigeait Biomérieux. Donc, c'est-à-dire qu'on avait quand même le DG d'un grand laboratoire qui avait des trucs plein sa tête et qui a dû aller à Boston pour le faire. Et pour le faire, on sait maintenant avec quel succès. Moi, ça m'inquiète un peu, mais justement, je voulais votre avis là-dessus, Laurent. Ouais, c'est vrai que si on regarde aujourd'hui, on prend une image de 2020 ou 2021, on se dit il vaut mieux être aux États-Unis pour développer sa biotech, quoi. Mais il y a plein de choses qui se passent ici qui sont bien. On a une bonne science, on a des bons financements amont, on pêche un peu sur la fin pour aller sur le marché, etc. Mais on va y arriver petit à petit. Il suffit d'un ou deux bons succès. Et l'économie va se structurer. Et en attendant, les biotech qui veulent réussir devront aussi aller aux États-Unis, mais ça fait partie de la vie. On pêche un peu. On me parle, moi, d'un parcours du combattant pour aller sur le marché quand on est dans des dispositifs. C'est normal, c'est normal. Parce que... Il est positif, Laurent. Non, mais enfin, on développe aussi des choses qui sont complexes et qui vont aller à l'intérieur de. C'est normal, humain, je ne sais pas si c'est normal. Ça prenne du temps. Enfin, je crois que ça s'appelle Fast Track. Les programmes Fast Track aux États-Unis. Je crois que le monde entier est quand même ravi qu'ils aient existé pour mettre au point les vaccins. Là, on est d'accord quand même. Mais nous, on a reçu une désignation Fast Track aussi aux États-Unis. C'est parce que c'est pas qu'on est en France. Mais oui, aux États-Unis. Aux États-Unis. Mais je voudrais que vous ayez une désignation Fast Track en France. Oui, ça pourrait aider. Oui. Vous êtes physicien. Hein, oui, de formation. Oui. De formation. C'est-à-dire que c'est une idée. Physique finalement, les cristaux, j'imagine, enfin je vais dire des nanoparticules, des nanocristaux. Oui. Non, je vais dire des énormités, mais enfin c'est la lumière sur les cristaux, la concentration, bref. Il a fallu longtemps quand même pour avoir une. Enfin, combien de temps est-ce qu'il a fallu pour que vous vous disiez ouais, ok, en fait j'ai eu raison? On verra. Vous n'êtes pas encore sûr, là? Si, on y est, là. Ah, vous y êtes? Si, on y est. Non, mais ce que je veux dire, c'est... L'idée qu'on a développée depuis longtemps, quand je finissais ma thèse en tant que physicien sur les nanotechnologies, c'est quelque chose d'assez innovant à l'époque. Et il y avait quelques labos dans le monde qui se faisaient la course sur ces approches-là. Mais plutôt que d'aller vers la nanoélectronique, j'ai décidé de bifurquer vers la bio et d'essayer de trouver comment est-ce qu'on peut utiliser ça pour soigner les gens, pour tuer les tumeurs, etc. Donc cette idée, elle date d'il y a 20 ans et quelques, quoi. Maintenant, on a commencé la société il y a 17 ans. On a commencé le développement de cette technologie en tant que telle au sein de Nano en 2007-2008. Donc il a fallu à peu près 10 ans entre l'idée au sein de Nano jusqu'à la première demande de mise sur le marché. Quand on y pense, c'est pas si long que ça, hein. Il a fallu plus de 30 ans pour les inhibiteurs de point de contrôle, qui sont ces immunothérapies. Donc on est allé quand même relativement vite pour ça. Maintenant, là, tout ce qui va compter, là, c'est tout le déploiement industriel à travers le monde de ce que l'on fait là. Et ça, il y a un chiffre d'affaires aujourd'hui de... Non, pas encore. Non, mais voilà, c'est ça. Mais non, mais je voulais que tout le monde ait conscience de ça, de ce que ça représente, biotech. Comme investissement et temps, quoi. Voilà. Et c'est clair. 17 ans, il n'y a pas de chiffre d'affaires. Et donc ça veut dire aussi qu'il y a des structures qui vous font confiance, il y a des gens qui financent tout ça, voilà. Et vous parliez de Moderna tout à l'heure, on a des investisseurs qui sont rentrés au moment de l'IPO, qui sont des fonds souverains comme BI Gifford, qui sont des investisseurs de référence de Moderna. Il y a aussi Invus ou Perceptive, qui sont des investisseurs de la biotech très connus. Donc on arrive aujourd'hui à attirer plein de gens qui vont nous aider sur des dizaines d'années, quoi, on l'espère. Mais ça doit être un sacré cheminement quand même. Voilà. On s'amuse tous les jours. On s'amuse tous les jours. Merci Laurent. Je vous en prie. Laurent Lévy était avec nous sur Bismart. Laurent Lévy, donc le patron de Nanobiotics sur Sud Radio. On se retrouve demain pour d'autres histoires d'entrepreneurs. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h.